motiver les gens sur pourquoi c'est important pour eux, etc. Et laisser les gens prendre le leadership plutôt que de tout leur dire exactement ce qu'ils doivent faire. Bonjour, je suis Xavier Jalleran et bienvenue dans ce 18e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexis Santin, qui est coach pour les sportifs, les entrepreneurs et finalement toute personne qui veut atteindre un objectif et qui aurait besoin de soutien dans cette démarche. Au cours de cet épisode, Alexis partage avec nous son expérience et ses techniques pour avoir un mental d'acier afin de dépasser ses limites, qu'elles soient physiques ou mentales. Et en fin d'interview, on parle aussi de biohacking qu'on peut présenter comme une démarche d'expérimentation afin d'optimiser sa santé et son cerveau. Avant de lancer cet entretien, 2 précisions. La première, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en allant sur le lien suivant extraform.fr/18, le chiffre 18. Et le deuxième point, c'est que vous pouvez vous abonner au podcast et laisser un avis 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur iTunes. Je lis tous les avis que vous rédigez et d'ailleurs je remercie Van Vouy qui a déposé le message suivant. Je découvre ce podcast et je suis vraiment conquise, le bien-être est tellement important que ça mérite les 5 étoiles. Alors merci Van Vouy et j'espère que cet avis vous inspire et que vous aussi vous prendrez le temps de venir laisser un petit mot. Pour accéder à la page du podcast, le plus simple est de passer par le lien suivant extraform.fr/iTunes ou sinon vous pouvez directement chercher Parlons Forme dans le moteur de recherche de l'application. C'est tout pour cette intro, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Alexis et merci de te joindre à moi pour ce podcast. Salut Xavier, ça va ? Ça va très bien, merci. Alors, afin de mettre un peu de contexte auprès des personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais ? Ok, je m'appelle Alexis Santin, je suis le fondateur d'un site qui s'appelle Nouvel Homme, d'une chaîne YouTube du même nom. J'ai commencé il y a presque 10 ans maintenant, 9 ans. Fondateur de l'Académie Tennis Tactique aussi, donc c'est on va dire une académie de tennis en ligne et aussi avec des stages d'ailleurs, et qui va appliquer des concepts de stratégie d'entreprise ou de développement personnel au tennis. Il y a des centaines et des centaines de témoignages aujourd'hui de joueurs et j'ai vu que ça marchait très bien pour aider les joueurs. Voilà, sinon ingénieur de formation, biohacker en ce moment. Et voilà, très intéressé par ça fait 10 ans que je lis ou j'écoute des podcasts 3-4 heures par jour et j'adore apprendre et lancer des programmes et partager des connaissances avec les gens. Alors du coup justement tu nous parlais de ta tennis, enfin de ton académie de tennis et je suppose que c'est un sport que t'as pratiqué à un certain niveau même. Oui et non, c'est-à-dire que le tennis, j'en ai fait jusqu'à 14-15 ans, j'étais pas très bon. Enfin, j'étais OK, mais pour ceux qui connaissent, j'avais un classement jusqu'à 30, ce qui est très moyen. Ensuite, j'ai pas touché une raquette pendant 12 ans, j'ai été blessé, j'ai cassé ma clavicule en jouant au foot. Et le seul sport que je pouvais faire au bout d'1 an, en fait, après une opération, etc., c'était le tennis. J'ai repris le tennis et là, je connaissais un peu le développement personnel ou le concept des stratégies d'entreprise et j'ai appliqué ces concepts au tennis. Et j'ai progressé de manière fulgurante. J'ai gagné mes 13 premiers matchs d'affilée. Et voilà, j'ai fait il y a un truc qui s'appelle la National Tennis Cup. Donc c'est le plus grand tournoi de tennis amateur au monde et on joue par classement en France. Et donc j'avais été jusqu'en finale, donc en France. Et voilà. Et puis récemment, j'ai même décidé d'essayer d'aller sur le circuit professionnel et pour l'instant j'ai 2 victoires et 4 défaites sur le circuit professionnel. Voilà, tout en faisant ça, en jouant à peine une fois par semaine et c'est vraiment en hackant ma progression et en utilisant tous ces nouveaux concepts qui sont pas du tout issus de la formation classique de tennis mais qui sont issus plus du monde du coaching que j'ai pu progresser et faire progresser aussi des centaines de joueurs, même presque. Enfin, quand je dis ça, okay. Les joueurs me disent même des milliers. Enfin, j'ai pas mal de vues et plein de témoignages. Même moi, je suis un peu très surpris de ces joueurs qui progressent juste en regardant une vidéo de 5 minutes. Parce que du coup, en fait, les conseils que tu donnes, du coup, c'est pas, enfin, tu me confirmeras ou pas, mais c'est pas forcément c'est pas des conseils
de pratique sur comment mieux jouer, mais du coup ça va être plus sur la partie mentale, c'est ça? Ouais, sur la partie mentale, sur la partie état d'esprit, sur la partie tactique, comprendre ce qui se passe sur le terrain, s'entraîner différemment, arrêter d'être un zombie, arrêter d'être en pilote automatique, devenir je viens jouer au tennis tous les mercredis après-midi et c'est comme ça, et je sais même pas pourquoi je rentre sur le terrain, se poser la question pourquoi je rentre sur le terrain aujourd'hui, comment faire pour que cet entraînement soit vraiment utile. Qu'est-ce qui rendrait cet entraînement exceptionnel aujourd'hui? Ok, quelle est aujourd'hui ma contrainte? Donc le premier truc que je donne aux joueurs, c'est théorie des contraintes. Aujourd'hui, quel est l'élément numéro 1 qui t'empêche de gagner contre un joueur qui a 1, 2 ou 3 classements supérieurs à toi? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui? L'élément numéro 1. Ok, ça c'est ta contrainte. C'est comme dans dans une usine, tu dois fabriquer des différentes pièces. Tu fais 100 pièces à l'heure. Parce qu'en fait, tu as 5 machines qui sont capables de fabriquer 200 pièces à l'heure et tu as une machine qui fabrique 100 pièces à l'heure. Du coup, à la sortie, tu peux faire que 100 pièces à l'heure. C'est la même chose pour le tennis, c'est tu as un élément dans ton jeu qui te fait qui limite tout le reste. Et donc ensuite, on se concentre juste sur cet élément. Voilà, ça c'est c'est la théorie des contraintes, ça s'appelle, c'est utilisé dans l'industrie et donc je l'applique au tennis. D'accord. Alors, effectivement, c'est un sujet dont on a déjà parlé à quelques reprises dans ce podcast et sur justement l'importance du mental qui joue un rôle essentiel dans la réussite en général, finalement, que ce soit pour sa santé ou en tant que sportif ou en tant qu'entrepreneur. Et un des premiers points auxquels je pense quand on souhaite atteindre un résultat, c'est déjà d'essayer de se définir l'objectif qu'on souhaite atteindre. Est-ce que tu aurais des recommandations justement pour correctement définir un objectif? Ouais, et j'aimerais aussi parler de l'importance de ça. Donc, grâce à Tennis Tactique aussi, à ce qu'on fait, ce que je faisais sur Internet, il y a le coach de Maria Sharapova qui a vu ce que je faisais et il a dit, il a voulu, on s'est rencontrés, il aimait bien ce que je faisais, il voulait qu'on se parle et tout ça. Et c'est vrai, quand on a parlé, je me rappelle encore ce qu'il m'a dit et je partageais totalement ce point de vue et je me disais, c'est cool qu'un coach de ce niveau voit ça. C'est que les profs de tennis classique, tu vas les voir, tu vas, bonjour, je veux progresser, ok, viens sur le terrain et direct on joue. Alors que si tu prends 1 heure avec ton joueur en dehors du terrain et tu commences à lui dire, ok, quel est ton objectif? Pourquoi c'est important pour toi? Qu'est-ce qui va se passer? À quel point tu es prêt à t'investir pour ça? Quelle est l'importance derrière? Qu'est-ce que ça va te permettre ensuite? Selon toi, qu'est-ce que tu vas devoir mettre en place? Donc cet aspect de fixer des objectifs, c'est primordial et je le vois jamais dans les coachings de tennis classique. C'est une des premières étapes. Après, pour donner un cadre ou un truc un peu utile pour sortir un peu du concept SMART, il y a une autre façon qu'on peut utiliser. Alors, je fais une vidéo d'ailleurs là-dessus qui s'appelle vision, stratégie, aptitude, attitude. Et donc, en fait, tu vas commencer par établir quelle est ta grande vision. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te semble impossible aujourd'hui, mais tu sais qu'au fond de toi, c'est ce dont tu rêves. Gagner Roland-Garros, devenir champion de France, avoir ton premier point sur le circuit professionnel. Qu'est-ce qui te fait vibrer à fond? C'est ta vision. Et l'idée, c'est de motiver les joueurs là-dessus, parce que souvent, ils ont un peu de honte sur leur grande vision. Ils osent pas vraiment dire on va se moquer, tu crois vraiment, tu rêves un peu. C'est ce qui peut se dire. Donc, c'est créer aussi de la bienveillance, un cadre où tout peut être dit. Ça, c'est la vision. Et ensuite, on met en place, les stratégies. Et l'idée, c'est toujours de donner le leadership aux joueurs. C'est-à-dire d'arrêter de lui imposer ce qu'il doit faire. De se dire, voici ce qu'on va faire, tu vas t'entraîner 3 fois par semaine, on va s'entraîner en revers. Parce que là, l'idée, elle vient de moi, elle vient du coach. Et le joueur commence à subir. Surtout au tennis, où tu es seul sur le terrain, l'idée, c'est de développer son leadership, sa capacité à savoir qu'on a les ressources en soi. Et l'une des meilleures attitudes de coach à avoir, c'est de poser des questions. Tu veux atteindre ça. Tu veux devenir champion de France cette année. Donc, c'est d'ici 7 mois, les championnats. Selon toi, quelles sont les stratégies à adopter? Qu'est-ce qui rendrait inévitable le fait que tu atteignes cet objectif? Et voilà. Et la personne va trouver d'elle-même. Et là, ça vient de la personne. Et ça change tout. Ça change toute la dynamique. Typiquement, dans un entraînement, si on s'entraîne, t'es en face, je t'entraîne et je commence à te dire, Xavier, fais-moi un coup droit, puis un revers, coup droit croisé, revers croisé.
Et si tu commences à louper, ça va m'énerver. Je vais dire, mais non, mais Xavier, mais j'ai dit croiser. Mais non, mais parce que c'était mon idée, c'est mon truc. Par contre, si je prends 30 secondes, 1 minute, et que je dis, OK, Xavier, selon toi, qu'est-ce qui aura le plus d'impact aujourd'hui sur ton tennis? Qu'est-ce qui va te permettre de passer un cap? Tu vas me dire, OK, je pense que ce serait d'enchaîner des coups droits croisés, revers croisés. D'accord, OK, on peut essayer de faire ça. Et là, l'attitude va être totalement différente. C'est-à-dire que si tu foires, c'est plus mon idée, donc moi je suis beaucoup moins impliqué émotionnellement. Par contre, toi, tu vas avoir beaucoup plus d'envie. Et ça change complètement la donne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours dans ce modèle de c'est moi l'autorité, le coach, et je sais, et tu dois faire ça, et voilà. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est coaching, mais aussi l'état d'esprit par rapport au coaching et à la vision d'objectif, c'est donner le leadership aux joueurs. Et donc on fait une liste de ce que j'appelle vision, stratégie à mettre en place, les aptitudes à développer, ok, avoir un meilleur service par exemple, les attitudes à développer, ok, je veux être plus positif ou des choses comme ça. Et ensuite, on peut faire aussi une liste d'expériences. Quelles sont les expériences à vivre? Ok, il faut que je m'inscrive à tant de tournois, il faut que je fasse ça, etc. Donc ça, c'est une un cadre que j'ai appris de Rich Litvin, l'auteur de The Prosperous Coach. Et voilà, ça marche bien. Ouais. Et puis comme je disais, alors effectivement, toi tu nous partages un peu toute ton expérience dans le cadre du tennis, mais effectivement, au-delà de ça, on peut très bien l'appliquer. Je sais pas, quelqu'un qui veut avoir un meilleur sommeil, qui veut sentir avec une meilleure énergie, on peut tout à fait utiliser ce cadre-là pour aller dans cette direction, quoi. Ouais, exact, tout à fait. Et en fait, j'en parlais hier là. Donc, en fait, ma copine est justement médecin, nutritionniste et tout ça, donc je connais bien ce milieu. Et donc je lui disais, ouais, je sens que tu t'impliques trop. C'est-à-dire que il vaut mieux laisser. Il faut être aussi précis, c'est-à-dire motiver les gens sur, ok, pourquoi c'est important pour eux, etc. Et laisser les gens prendre le leadership plutôt que de tout leur dire exactement ce qu'ils doivent faire et essayer de les impliquer plus. Mais est-ce que justement, on n'a pas aussi cette habitude, si on se positionne par exemple en tant que coaché, justement d'attendre justement que les réponses arrivent de la personne qui est là pour nous conseiller, pour nous guider? Tout dépend un peu le type de coaching, mais ça forme des gens qui sont pas dans leur ce qu'on appelle souveraineté personnelle ou dans leur leadership ou dans leur puissance personnelle. Ça fait des gens qui continuellement vont attendre de l'autorité extérieure d'avoir le droit de faire ça. Et ils vont faire de moins en moins attention à leur intuition, à leurs sensations, à leur instinct. Et c'est très important à développer pour que les gens puissent se faire confiance. Sinon, je peux pas me faire confiance. C'est toujours les autres qui ont raison pour moi. Mais en tant que coach, ouais, c'est important de donner on peut toujours donner tiens, j'ai une idée, je pense que ce qui serait utile, ce serait peut-être de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, parce qu'en tant que coach, c'est toujours très facile. On est observateur extérieur, on voit tout, on sait exactement ce que l'autre doit faire pour maigrir, pour mieux jouer, on voit tout. C'est toujours très facile d'un point de vue extérieur. Alors justement, l'étape suivante, si on peut dire, après avoir réussi à définir ses objectifs et donc pourquoi on le fait et quelles sont les différentes expériences vers lesquelles on devrait tendre. Après, il y a toujours cette phase de passage à l'action et de réalisation des différentes étapes. Et souvent, une des problématiques, ça va être justement d'avoir suffisamment de temps pour réussir à faire tout ce qu'on doit faire. Est-ce que c'est une problématique qui revient régulièrement toi auprès des gens que tu coaches, et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu peux leur recommander de faire? Pour le temps, si leur explique pour la question du temps, je les calme tout de suite. Je leur dis l'idée c'est de créer un cadre où écoute, moi je veux des joueurs uniquement très motivés qui sont prêts à s'investir. Je comprends que tu n'aies pas le temps. Et du coup, ça les remue un peu. Ils sont en train de se dire, OK, est-ce que je veux prendre le temps pour moi de faire ça? Ou non? Est-ce que c'est réellement important pour moi de faire ça? Et c'est très important pour le coach de donner ce cadre, de dire, OK, c'est pas ma décision, c'est toi qui décides. C'est, écoute, moi, je travaille uniquement avec des
des personnes qui sont prêts à mettre le temps pour le faire. C'est par exemple pour le tennis, mais par exemple dans la santé, ou qui sont prêts à qui sont prêts à mesurer, je sais pas, que ce soit leurs calories ou à mesurer s'ils prennent bien leur goutte ou leur complément alimentaire, à savoir combien de sommeil ils ont dormi, etc., etc. Donc c'est de leur demander, c'est de les challenger sur leur investissement. Est-ce que c'est réellement important pour toi? Et du coup, ça les bouscule un peu, plutôt que de remettre leurs problèmes. Ah ouais, mais moi, tu sais, Alexis, j'ai pas le temps de faire tout ça. Moi, je suis pas comme toi, j'ai pas le temps, etc. Je fais, très bien, pas de souci. Moi, je travaille uniquement avec les gens qui veulent atteindre leur objectif, quoi qu'il arrive. Et du coup, ça les renvoie à leur propre responsabilité. Ouais. Voilà. Et puis du coup, s'ils le trouvent, enfin voilà, s'ils n'ont vraiment pas le temps ou s'ils ne le trouvent pas, c'est peut-être que c'est pas le bon moment pour eux aussi. Ouais. Et c'est peut-être que c'est pas si important que ça. Et donc exact. effectivement, c'est plus facile de dire que ça oui vaut. ou non. Ouais, exact. Et du coup, est-ce qu'il y a aussi parfois enfin voilà, on imagine qu'on a trouvé le temps, qu'on est prêt, mais que malgré tout, il y a aussi cette question de volonté d'agir. C'est-à-dire qu'on sait régulièrement, parce qu'on est confronté à ça, où on prend une décision à un instant T pour se dire ok, je veux, imaginons, voilà, je décide de perdre 5 kilos, je suis motivé, c'est parti. Et puis passer 2 semaines, finalement la volonté sur laquelle on s'appuyait s'est un peu envolée. Et du coup, c'est plus trop, on n'a plus vraiment cette motivation. Ouais, exact. Pour ça, il faut, faut hacker un peu les habitudes, quoi. Il y a plusieurs états d'esprit à avoir, parce qu'en général, on va être très réactif. Imaginons, par exemple, je vais au supermarché, j'achète des chips, tout d'un coup, il y a des chips qui se retrouvent dans ma cuisine. Au moment où j'ai faim, qu'est-ce que je fais? Je vais pas aller prendre le brocoli ou autre aliment qui pourrait être sain et donner de l'énergie saine pour mon corps. Je vais aller pour le truc le plus salé ou le plus sucré qu'il y a dans mon tiroir. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai été réactif et donc je me suis laissé embarquer. Mais je peux décider d'être proactif, et encore mieux, il y a un concept qui s'appelle de devenir préactif, c'est-à-dire de créer les conditions autour de toi pour que quand tu vas être en mode réactif, c'est-à-dire j'ai faim tout d'un coup, t'as plus le choix, t'ouvres ton frigo et mince, j'ai pas de chips. Alors qu'être proactif, ça aurait voulu dire non, ce matin j'ai bien mangé, équilibré, etc. donc j'ai plus faim. Mais c'est très dur. Au bout de 2 semaines, tout d'un coup, on commence à être démotivé, on n'arrive plus à avoir la force, la volonté. Préactif, c'est créer un environnement autour de soi où je ne peux que réagir dans le bon sens. C'est-à-dire que soit j'ai engagé un coach, par exemple, qui toutes les semaines vient sonner à ma porte à 8 heures du matin pour me dire oh Alexis, réveille-toi, on va aller courir. Ou j'ai commandé sur Internet toutes les semaines les aliments que je dois manger. Et du coup, chez moi, il y a uniquement des bons aliments. C'est-à-dire que quand je suis en train de paniquer dans la cuisine parce que je veux manger quelque chose, je peux manger que quelque chose de sain. Donc ça, c'est un peu les stratégies que je pourrais recommander. Et du coup, c'est ça. Il y a cette notion à la fois d'adapter son environnement pour tendre vers la réussite et vers l'objectif qu'on veut. Et donc cette idée aussi de mettre en place un système et des bonnes habitudes qui vont nous réussir. Et alors, du coup, il y aurait peut-être 2 questions qui pourraient découler de ça. C'est, est-ce que tu as des recommandations pour mettre en place des nouvelles habitudes et aussi pour en perdre, en fait, perdre une habitude qu'on peut déjà avoir et qu'on souhaiterait, alors peut-être pas forcément perdre, mais en tout cas adapter pour que ça nous aide à aller dans le bon sens. Ok, j'avais créé d'ailleurs un programme qui s'appelle Habitudes qui durent, où j'avais listé un peu toutes les stratégies qui permettent d'acquérir des habitudes. D'accord. Ma préférée, c'est la technique des 5 minutes. C'est se dire juste 5 minutes. Je range ma chambre, j'ai pas envie de ranger ma chambre, ok. Je vais faire juste 5 minutes. Et je vais te raconter l'histoire de comment j'ai repris le sport en faisant et en utilisant cette technique. Parce que si tu dis à un gars, je vais reprendre le sport, mais juste 5 minutes par jour, le gars, il va se moquer de toi. Il va dire, ça sert à rien, etc. Pourtant, c'est sûrement la meilleure stratégie à utiliser. Parce que ce qu'on veut, c'est créer une habitude. Installer l'habitude dans sa vie. Si je commence à courir 1 heure par jour, au bout de, 1 heure 3 fois par jour, au bout de 2-3 semaines, j'abandonne, j'arrête. Et quand tu vois des gens un peu en surpoids qui sont poussés à faire ça,
ils vont abandonner parce que c'est trop dur, ça change trop. Et ce que j'ai fait, donc moi je me rappelle, ça faisait 1 an sans sport avec ma blessure, et je me suis dit ok, je vais juste aller dehors 5 minutes. Parce que si je commençais à me dire, à rentrer chez moi et à me dire oh j'ai pas la motive, ouais j'ai pas le temps de faire 1 heure de sport, etc. C'est sûr, je vais abandonner. Par contre 5 minutes, je me dis ok, je mets mon short, je vais dehors. Et une fois que j'étais dehors, j'allais courir, et puis une fois que je suis parti, je suis parti quoi. Soit je courais effectivement 5 minutes, mais souvent une fois que j'étais parti, ça dure 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, et puis je fais autre chose même. Je fais des exercices plus poussés. Donc franchement, la stratégie des 5 minutes, de piéger ton cerveau à lui dire juste 5 minutes, ça marche de manière géniale. Et pour enlever les mauvaises habitudes, le mieux c'est de créer des nouvelles habitudes qui feront que tu n'auras pas le temps d'avoir de mauvaises habitudes. Donc typiquement, si je vais courir 5 minutes, tout d'un coup j'ai enlevé ma mauvaise habitude de regarder YouTube ou d'aller regarder la télé quand je rentre. D'accord. Et puis il y a aussi alors pour un peu rebondir là-dessus, c'est qu'effectivement je suis d'accord avec cette technique, c'est-à-dire que c'est là-dessus où je me suis pendant longtemps j'ai eu mal au dos, pendant longtemps on m'a dit mais de toute façon il faut faire du gainage, et pendant longtemps je faisais pas de gainage jusqu'au moment où je me suis décidé de vraiment en faire, et effectivement j'ai commencé très simplement en faisant je crois que j'ai commencé à 20 secondes de gainage, alors avec quelques positions, tu vois, avec quatre positions différentes, et effectivement c'est comme ça que petit à petit je suis passé de 20 secondes de 4 fois 20 secondes à aujourd'hui je fais 4 fois 2 minutes de gainage tous les jours, et j'ai plus mal au dos. Donc donc c'est vrai que cette technique de commencer petit, ça fait aussi qu'effectivement on n'a pas d'excuses, ça fait pas peur, et c'est ça qui est très bien en fait finalement par rapport quel que soit l'objectif qu'on se fixe, c'est que en fait on est le seul maître du jeu, et en fait on peut tout à fait se fixer des règles qui vont faire que ce soit facile pour nous quoi. Ouais, exact. Ouais, super. C'est un beau témoignage de ce genre de stratégie. Mais pareil, c'était la même chose pour moi pour le sport, quoi. Est-ce que tu utilises, ou en tout cas tu recommandes, par exemple, je sais que il y a un des outils qui est utilisé par les sportifs, c'est la visualisation. Est-ce que ça fait partie des outils que tu peux utiliser toi pour auprès des gens que tu coaches, ou même pour toi-même dans ton quotidien? Ouais, alors je l'utilise, mais en relation avec ce que j'appelle le travail de l'ombre. C'est-à-dire que je vais utiliser la visualisation, par exemple visualiser le fait de gagner un match par exemple, ou d'atteindre un objectif. Mais au bout d'un moment que tu visualises ça, tu vas sentir comme des résistances. Tu vas commencer à sentir que peut-être la coupe, elle est en train de se dérober autour de toi, ou tu vas commencer à sentir du jugement, te dire ah ouais, mais si je gagne, les gens vont me juger, etc. Et toutes ces pensées qui arrivent, toutes ces émotions qui arrivent, sont ce qu'on appelle des émotions qui viennent de ton ombre. Ce sont des choses qui sont non intégrées à ta personnalité. Et donc c'est utiliser la visualisation et commencer à sentir waouh, quand je visualise ça, tout d'un coup je sens une pression au niveau de mon cœur, ou je sens ma gorge se nouer, et c'est de travailler là-dessus. Ok, je sens cette sensation qui vient là, c'est qu'elle a un message pour moi, c'est une sensation qui doit être vécue. J'ai pas mal d'exemples de joueurs, et j'essaie d'en retrouver un précis là-dessus. Par exemple, pour moi, c'était quoi? Ah ouais, par exemple, si je me visualisais en train de servir fort, et tout d'un coup, de jouer, de bien jouer, etc. Et tout d'un coup, je vois que j'ai du mal à servir fort. En fait, quand je visualise mon service, ça va dans le filet. Je me dis, mince, c'est bizarre, je suis en train de visualiser, mais ça va dans le filet. Et je sens qu'en fait, j'essaye de trop en mettre. Et donc, je me dis, waouh, ça vient d'où ce truc? Ah oui, je veux trop montrer. Et si je suis capable de lâcher cette émotion, de dire ah tiens, je veux trop en mettre, tout d'un coup qu'est-ce qui vient? Ah ouais, tiens, je lâche, et tout d'un coup je peux jouer, je peux faire un service relâché. Donc je vais utiliser la visualisation plus pour faire apparaître les résistances, parce que la visualisation toute seule, de manière un peu ok, je visualise exactement comment je veux jouer, je trouve qu'elle est moins utile que celle-ci
qui va plus loin parce qu'on va au cœur du problème des résistances intérieures et des émotions qui viennent nous saboter. Et du coup, une fois que tu as identifié ces émotions et ces résistances, qu'est-ce que tu fais derrière? Généralement, c'est comme je t'ai dit, soit ah ouais tiens, tout d'un coup, si je lâchais cette idée de vouloir servir fort et de montrer aux autres comme je sers fort, tiens, je lâche cette idée et tout d'un coup, ah ouais, je vais ajouter du relâchement. Et tout d'un coup, j'imagine ça et tout d'un coup, waouh, je joue mieux. Tout d'un coup, je joue plus relâché. Ou alors, je peux sentir une émotion, c'est-à-dire une sensation corporelle. Je vais sentir peut-être une boule à l'estomac. Je vais me concentrer sur cette boule et je vais la laisser vivre en ayant une respiration connectée, c'est-à-dire sans pause. Généralement, on se met en apnée. Quand on a une émotion, on bloque la respiration, qui fait que la sensation reste bloquée. Dans la traduction, il y a un terme qu'on utilise, c'est les samskaras, c'est les nœuds émotionnels. Et sinon, des nœuds émotionnels, tout simplement, qui sont bloqués, qui vont réapparaître, et qui réapparaissent notamment dans le tennis dans les moments importants. Balle de break, balle de match, avant les matchs importants. Et rien que le fait de suivre la sensation et de la laisser vivre jusqu'à ce qu'elle finisse. Donc en général, on peut finir par pleurer. C'est une émotion qui va nous envahir, plutôt que de la bloquer dans un endroit, bloquer sa respiration. Eh bien, ça libère. Voilà. D'accord. Et du coup, ma question c'était plus dans la pratique de la visualisation. Ouais. Est-ce que tu t'installes d'une façon particulière? Comment tu fais ça? Tu mets une musique. Tu peux mettre moi j'aime bien mettre les musiques un peu épiques. D'accord. Tu commences à visualiser ton objectif. Tu t'allonges, tu restes allongé, tu respires et tu fais attention à ce que ta respiration soit toujours connectée. Pas de pause, parce que dès qu'il y a une pause, c'est un blocage, c'est quelque chose que tu retiens. Donc s'assurer d'avoir une respiration connectée. Et dès que tu sens une émotion qui vient ou quelque chose comme un blocage, une résistance, tu la suis. T'essayes pas de l'éviter, t'essayes pas de dire non, je veux pas ressentir ça. Donc, typiquement, c'est vraiment utiliser la visualisation, pas pour éviter le truc, dire non, je veux pas visualiser l'erreur que je fais si je fais du ski sur une porte, sur le tennis, une double faute. Non. J'observe qu'est-ce qui provoque ça, qu'est-ce qui vient me saboter à l'intérieur de moi. Et c'est comme une méditation intérieure. Et généralement, c'est des morceaux de nous. En fait, il y a différentes parties de nous. Il va y avoir le juge intérieur, l'enfant intérieur, le doute intérieur, qui vont se manifester en nous. Et l'idée, c'est que de la faire ressortir. Donc, je vais y penser et je vais imaginer le doute intérieur qui va me dire, par exemple, pour qui tu te prends, Alexis, d'oser faire des tournois professionnels, etc. Et je vais me distancer. J'imagine que cette partie-là vient à 1 mètre, 2 mètres à l'extérieur de moi. Et je commence à créer de l'intimité avec cette partie de moi qui me sabote. Je lui demande, ok, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Et j'essaye de voir aussi comment je me comporte. Ah oui, face au doute intérieur ou face au juge intérieur, peut-être que je me sens petit. Je me sens comme un enfant qui a 10 ans et qui se fait gronder et qui doit pas trop se montrer, qui doit pas trop montrer son talent. Et tout d'un coup, j'installe ce dialogue avec cette partie de moi. Ok, qu'est-ce que tu veux? Et en général, c'est toujours une partie de nous qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être englobée par l'amour, l'acceptation, la compassion. Et de lui dire, de commencer à créer ce dialogue pour savoir ce que cette partie de nous veut, recherche, pourquoi c'est important pour elle de nous saboter ou d'apparaître à ce moment-là. Et généralement, c'est pour nous protéger, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a appris dans l'enfance, dans l'adolescence ou au cours de notre vie pour nous protéger. Pour dire, non, Alexis, il faut pas que tu te montres trop, sinon tu vas te faire gronder. C'est pour ton bien que je te limite sur les points importants parce que tu pourrais aller trop haut et être trop exposé. Et commencer à le rassurer et lui dire, ok, merci de prendre soin de moi, j'apprécie beaucoup. Et à partir de maintenant, c'est moi qui prends la responsabilité. Ben voilà, tu fais ça et généralement, ça finit quand même en pleurs parce qu'il y a beaucoup d'émotions de réintégrer cette partie de toi. Voilà. Et du coup, effectivement, il y a le côté très important donc de ce que tu disais, le fait de
d'avoir un discours intérieur qui va être positif et avec potentiellement différentes entités, on va dire, qu'on peut avoir au sein de nous. Et est-ce que les affirmations, c'est quelque chose que tu utilises aussi ou pas spécialement? Ouais, je peux les utiliser. Voilà, ouais, tu sais, le fait de, enfin voilà, peut-être pour effectivement pour peut-être préciser le fond de ma pensée pour les gens qui nous écoutent et qui sont pas forcément très au fait de tout ça, c'est-à-dire que l'idée effectivement c'est de se dire si on continue sur l'exemple du tennis, c'est que voilà, je suis très fort du revers, je sais pas, je dis n'importe quoi, ou je vais gagner telle compétition ou tel match, et en fait c'est de se répéter ça de façon régulière, ça peut être tous les jours, même plusieurs fois par jour, et du coup de se convaincre, de finir par se convaincre que tout ça c'est une réalité et que en fait c'est tout à fait logique d'aller gagner un match contre un adversaire qui finalement serait potentiellement beaucoup plus fort que nous, quoi. Ouais, exact. Ouais. Il y a un bouquin qui s'appelle 10 Minutes Mental Toughness, donc 10 minutes par jour d'entraînement mental pour être dur mentalement, quoi. Et il parle de ça, il dit justement que ça s'appelle une affirmation identitaire, c'est-à-dire s'identifier à cette affirmation, je suis le meilleur serveur du circuit, je suis voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, nos actions vont commencer, on va se sentir un peu obligé à faire en sorte que nos actions soient alignées avec cette identité. Et donc du coup, toi, les affirmations, du coup, c'est quelque chose que tu utilises aussi? Je peux les utiliser. Ouais, je les ai déjà utilisés même plus sur le côté business ou dans ma vie. Je les ai déjà utilisés et j'ai vu. C'est comme si pour certaines ça a marché, pour d'autres ça a moins bien marché. Et pareil, il y a toujours une part d'émotion, c'est-à-dire ok, si je dis que je suis le meilleur joueur de France, ok, je l'imagine et tout d'un coup, qu'est-ce qui vient me saboter? Quelle est l'émotion, la résistance intérieure qui vient? Donc je vais l'utiliser de la même manière que pour pour la visualisation, c'est de voir ok, quelles sont les émotions qui m'empêchent d'y croire pleinement. Voilà. Il y a peut-être aussi ce qu'on parlait tout à l'heure d'objectifs, on parlait de stratégie et puis d'attitude à avoir pour atteindre cet objectif. Et quand on arrive, enfin c'est pas qu'on n'y arrive pas, mais il y a aussi des moments où tout se passe pas forcément comme prévu. Et donc si on reprend l'objectif, enfin ce qu'on se disait tout à l'heure sur par exemple le fait de perdre du poids et que malgré tout on a acheté ce fameux paquet de chips et puis on craque à un moment ou à un autre, quelle serait la bonne attitude à avoir à ce moment-là? De bien se sentir coupable et non. Ouais, là-dessus, l'idée c'est justement de pas se sentir coupable, de pas rajouter de la culpabilité, qui est un peu une vibration, une émotion un peu basse et un peu malsaine qui vient nous rendre petits. Et voilà, j'aurais pas forcément de réponse là-dessus, à part le fait de se pardonner et de faire en sorte que ça arrive pas. Ouais, voilà, c'est de prendre. Ouais, c'est le prendre comme une leçon sur le fait qu'effectivement, voilà, à la base, on n'avait pas créé le bon environnement, imaginons, et donc du coup. Et qu'est-ce que je ferais? Et c'est surtout j'ai une vidéo sur le tennis justement là-dessus, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois? Par exemple, il y a beaucoup de joueurs au tennis, ils font une faute, ils s'insultent, ils s'énervent. Putain, je suis nul, c'est blablabla, etc. J'y arrive pas aujourd'hui. Et pourquoi ou alors ça c'est la première étape, ou alors ils vont se dire mais pourquoi j'y arrive pas aujourd'hui? Ton cerveau c'est comme Google, il va trouver les solutions. Pourquoi j'y arrive pas aujourd'hui? Je me suis pas bien réveillé, je me suis pas entraîné, le terrain il est pas bien, le gars en face il a que de la chance, ma raquette elle est pas bien cordée, toute une liste. Par contre, si je me pose la question, ok, qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois? Boum, ton cerveau automatiquement dit oui tiens c'est vrai, si je m'engage plus dans la balle le prochain coup, tiens si je me mets avec cet appui la prochaine fois. Donc c'est changer les questions que tu te poses, la qualité de ta vie, c'est les questions que tu te poses. Ouais, c'est se poser la bonne question et du coup aussi justement essayer de tirer une leçon de cette erreur et de justement de tirer cette leçon pour essayer de pas la reproduire à l'avenir, quoi. Ça marche.
Tout à l'heure, dans ton introduction, tu nous as parlé tu l'as cité comme ça brièvement sur le fait que tu te présentes comme biohacker actuellement, c'est ça? Ouais. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette notion de biohacking? Ouais, carrément. Biohacking, ça vient du monde des ingénieurs et du fait que le monde de la médecine est un peu sclérosé, complètement bloqué par le scientisme, l'ordre des médecins, qui fait que si tu bouges un peu, par l'investissement massif de l'industrie pharmaceutique dans le monde de la médecine, qui fait que si tu essayes d'innover dans la médecine, boum, tu te fais dégommer. Et du coup, il y a des ingénieurs qui commencent à s'intéresser au monde de la médecine et à se dire, mais attendez les gars, nous on va vraiment aller au fond du sujet et on va casser tous les mythes. Casser le mythe du cholestérol, par exemple. Un truc sur le The Cholesterol Code. C'est des ingénieurs. Ils ont récupéré toutes les données des assurances sociales des États-Unis, plus de 10 000 ou 12 000 données, ou peut-être même plus. Et ils ont vu zéro corrélation entre cholestérol et maladies cardiovasculaires, alors que tout le blabla autour de ça. Et donc, en fait, tout ce qui est autour du cholestérol, etc. Donc, ils démystifient tous les mythes autour de ça. Et c'est des gens qui, se moquent un peu. Ils font pas partie de l'ordre des médecins. Et ils disent, attendez, les gars, dans la médecine, je sais pas, qu'est-ce que vous faites, quoi? Vous pouvez plus rien faire. Dès que vous faites des méthodes alternatives, vous vous faites défoncer. Nous, on va hacker notre biologie et on veut vraiment être en bonne santé face à tout ce que ce soit la lumière bleue, face aux ondes, face au type d'alimentation. Voilà, c'est hacker sa biologie pour être en super forme. Et du coup, qu'est-ce que sans forcément peut-être tout nous dire, parce que je suppose que tu fais plein de choses différentes, mais du coup, concrètement, comment ça se manifeste dans ton quotidien? Alors, un biohacker, par exemple, il va aimer mesurer, je sais pas, par exemple, son sommeil. Ça peut commencer comme ça. Ou alors, il va porter des lunettes anti-lumière bleue dès que le soleil est couché, pour régler son cycle circadien, c'est-à-dire toujours être en phase avec le soleil et s'endormir facilement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut prendre du bulletproof coffee. C'est du café avec du beurre. Il va tester le régime cétogène. Régime cétogène, c'est le fait d'être en cétose et d'utiliser le gras plutôt que les glucides. Par exemple, moi, en ce moment, je teste le régime carnivore. Je mange que de la viande. Et donc, je me renseigne beaucoup là-dessus. Je vois qu'en fait, tout ce qu'on nous dit sur l'élevage et la pollution, etc., en fait, tout est basé sur le fait que l'élevage mangerait, si les bovins mangent des céréales, si tous les bovins de la terre mangeaient de l'herbe, en 10 ans, on aurait séquestré tout le dioxyde de carbone qu'on a émis depuis la révolution industrielle. Et de voir que voilà, il y a plein de mythes, et de tester différentes choses pour sa santé. En ce moment, je teste aussi un déparasitage, je fais un truc pour tout ce qui est l'intestin perméable, voilà, donc du mégadosing de L-glutamine, voilà, faire des tests sanguins régulièrement, voir où j'en suis. Voilà à peu près quelques pratiques. C'est quoi, quand tu dis le régime carnivore, c'est que tu manges que de la viande? Ouais, que de la viande. Pas du tout de légumes, de fruits, de rien de tout ça. Là, pendant 30 jours, c'est que de la viande, aucun légume. D'accord. Ouais. Ok. Et les bienfaits, en fait, j'ai commencé ça parce que j'ai commencé à avoir justement des anglophones qui faisaient ça et les effets sur la santé étaient incroyables. Et notamment, je sais pas si tu connais Jordan Peterson, c'est un psychologue qui fait des millions de vues en ce moment sur Internet. Non, ça me dit rien. Et sa fille est sous antidépresseur depuis qu'elle a 12 ans, elle a 26 ans, et donc elle a commencé un site qui s'appelait Don't Eat That, ne mange pas ça. Elle est arrivée avec une liste très minimale d'aliments qui ne vont pas la faire réagir, qui vont lui permettre d'avoir un meilleur, être dans un meilleur état mental et physique. Et là, récemment, elle a commencé le régime carnivore, son père aussi, sa mère aussi, et tout le monde se sent mieux. Et je suis sur différents groupes Facebook et il y a un site qui s'appelle meatheals.com, meatheals.com, donc laviandeguérie.com, et c'est un site avec tous les témoignages de gens qui mangent que de la viande et qui
qui vont inverser leur diabète, qui vont enfin être en bonne santé. Moi, je sens beaucoup de clarté dans la tête, par exemple. Beaucoup moins d'allergies, j'ai beaucoup moins le nez pris, clarté dans la tête, plus de motivation. Je peux travailler plus facilement, plus de productivité. Et voilà, qu'il y a beaucoup d'aliments sur lesquels on va réagir. Et voilà, et donc ça permet comment dire, au corps d'aller mieux. Je sens, tu vois, il y a par exemple, pas de flatulence, le ventre plat. Voici un peu les impacts qu'il y a pour moi. Et je vais tester 30 jours et ensuite je vais, au fur et à mesure, ajouter d'autres aliments et voir sur lesquels je réagis. Mais pour beaucoup, en fait, alors, je pense ouais, que... Vas-y. Non, c'est tout. Non, mais du coup, l'idée, c'est, je pense que, alors, il y a peut-être deux choses. Alors, la première question, c'est de savoir si c'est quelque chose que tu fais, justement, là, tu le fais pour une période de 30 jours, mais est-ce que à terme, c'est un type d'alimentation que les gens peuvent suivre, je sais pas, pendant plusieurs mois ou années? Ouais. C'est vraiment du mois. Il y en a qui font ça pendant 20 ans. Il y a l'histoire de Charlene Anderson, par exemple. Elle a écrit des pavés, elle était malade, elle avait tout, voilà, maladie auto-immune, tout ce que tu veux, quoi, l'eczéma, etc. Pas bien. Et elle a commencé à avoir un peu elle a vu tous les docteurs possibles et imaginables. Et elle a commencé à voir la relation avec la nourriture. Puis elle a commencé à prendre des notes et jusqu'à arriver au fait que il y a que le bœuf, quoi. Et elle mange que de la viande depuis 20 ans. Elle a 45 ans, elle a un corps d'une femme de 25 ans. Et elle va très bien, son mari aussi, pareil. Et voilà. Puis un côté très simple aussi que j'aime bien, c'est voilà, t'achètes juste de la viande. Et là pour le coup. Et aussi ce qui m'a impressionné, c'est d'entrer dans un supermarché et de voir, par exemple, tiens, je me dis, moi j'achète que de la viande. Et je me dis, waouh, tout ce qui est là, c'est pourri, c'est dans des boîtes, il y a de l'emballage, ça vient de je sais pas où, ça vient de 10 000 kilomètres d'ici, des fruits, des bananes, des machins, des trucs comme ça. Et que t'as le côté locavore du fait de tiens, je vais aller chez mon boucher, je veux m'assurer que c'est des vaches qui mangent de l'herbe, qui broutent de l'herbe. Et il y a toute une notion par rapport à la pollution et le fait que si les vaches broutent de l'herbe, justement, elles vont pas péter parce que si on leur fait bouffer des céréales, effectivement, elles vont dégager du méthane et péter parce que elles vont avoir des problèmes digestifs parce qu'elles sont pas adaptées pour manger ça. Et voilà, la viande est meilleure et voilà. Voilà, tous ces genres de choses. Ça touche plein de sujets, en fait. Il y a vraiment l'idée de choisir une viande de bonne qualité, quoi. C'est ça aussi le deuxième point auquel je voulais parler, c'est que t'achètes pas, quand tu parles de viande, du coup, en plus, alors, t'as parlé de bœuf, mais du coup, c'est que du bœuf. Ça peut être tout, en fait. Différents types de viande. Il y en a qui vont faire saumon, d'autres viandes, mais en général ça va être moins rassasiant, le poulet ou le porc, etc. Et c'est plus facile aussi de s'assurer de la provenance de vaches et de bœufs et de demander à un producteur local, un éleveur ou un boucher et de s'assurer que c'est des bœufs qui sont nourris à l'herbe. D'ailleurs, il y a un entrepreneur français qui s'appelle Pierre Inard qui a écrit un bouquin qui s'appelle Omerta sur la viande et qui a fait lebeufderbe.com et tu peux commander, on va dire, en ligne. Voilà. Ouais, du coup après vu qu'on en parle, moi je sais que la viande de bœuf c'est pareil, je la commande auprès d'un producteur. Alors c'est pas sur le bœuf d'herbe que je connais, mais c'est une ferme qui s'appelle Vivien d'Anjou et c'est pareil, c'est que des viandes ils sont en train en plus de passer bio, mais du coup voilà, c'est que des vaches qui sont élevées à l'herbe et puis effectivement c'est beaucoup mieux ainsi. Et du coup alors peut-être juste pour terminer le podcast, est-ce que du coup sur tes différents tests, on va dire de biohacking, est-ce que tu en as peut-être un ou deux points qu'on pourrait recommander, peut-être un petit peu moins on va dire extrême que le fait de ne manger que de la viande pendant 30 jours mais des pratiques où t'as senti que toi vraiment dans ton quotidien ça a fait une grosse différence, quoi. En fait en relation avec le truc de la viande là justement, on appelle aussi ça le régime zéro carb ou le régime zéro glucide. Donc faire en sorte d'avoir moins de glucides, c'est pas mal comme biohacking et d'observer ce qui se passe dans notre corps. Sinon les lunettes bleues dès que le soleil est couché.
ou quand on est les lunettes anti-lumière bleue. Ouais. Ça permet justement de s'endormir plus facilement et d'être en synchronicité avec le cycle circadien. Et en fait, il y a tout un système qui se passe dans notre corps. C'est-à-dire que en fait, il y a un peu on a notre horloge interne et il y a des fonctions de nos organes qui vont se dérouler en fonction de cette horloge interne. Et avec les écrans, en fait, si tu regardes ton téléphone à 22h, t'es en train de dire à ton cerveau, il est midi. Et ça dérègle toute ta machine, en fait. Tu vas moins bien récupérer, ça va dérégler des processus hormonaux et comment ça s'appelle, la production de mélatonine aussi. Et tu vas moins bien dormir, etc. Donc, porter des lunettes anti-lumière bleue, ce serait le hack, le biohack simple et un peu connu. Et j'espère qu'il va devenir un peu plus répandu. Et changer ses ampoules aussi. Prendre des ampoules incandescentes. Parce que toutes les ampoules LED et fluorescentes ont des pics de lumière bleue qui fait que dès que tu les allumes, pareil, tu dis il est midi. Et ampoules incandescentes ont un très faible, très peu de lumière bleue dans leur spectre. Ouais, mais les ampoules incandescentes, c'est pas celles qui sont censées disparaître, je sais pas, dans les années à venir, non? Ouais, c'est pour ça qu'il faut se dépêcher de les acheter. Et et il y en a beaucoup qui lisent ça justement avec par rapport à nos mitochondries, à l'explosion de cancer, maladies auto-immunes, etc. Et ça fait sens, c'est à la fois la lumière bleue, l'électricité, les ondes Wi-Fi, etc. Parce que c'est ça qui a changé, et la nutrition aussi, c'est ça qui a évolué ces 50-100 dernières années avec toutes ces maladies de civilisation. Ça marche. Bon écoute, merci Alexis pour toutes tes réponses. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, ou où est-ce qu'on peut aller si on veut te suivre et justement en savoir plus sur tes activités et tes expérimentations futures? Ouais, pas de souci. Je partage sur Facebook, donc facebook.com/nouvelhomme.fr. Donc là, c'est pour, on va dire, tout le reste. Et donc j'aime bien être un peu pas controversé, mais apporter des idées nouvelles ou innovantes. Tu vois, quand je parle du régime carnivore, que c'est bon pour pour la planète, forcément il y a tout le monde qui vient et qui dit non, c'est faux, c'est pas vrai, l'impact de l'élevage est terrible, etc. Et donc j'aime bien fournir un nouveau point de vue et expliquer aux gens ou toucher des trucs un peu controversés. Donc facebook.com/nouvelhomme.fr, des petits articles, et le plus important, j'ai nouvelhomme.fr/lettres pour être abonné à ma newsletter. C'est là où s'il y a quelque chose d'important, j'envoie un email. Et l'autre, c'est Tennis Tactique. Donc, pareil, il y a un Facebook où je publie des articles régulièrement sur la préparation mentale, préparation physique ou la préparation émotionnelle. Et tennistactique.com, et pareil, abonnez-vous à la newsletter où là, pareil, j'envoie un email quand il y a des choses intéressantes qui se passent pour devenir meilleur au tennis. Ça marche. Eh ben, merci Alexis. Avec grand plaisir, Xavier. Merci pour toutes tes questions. Avec plaisir. À très bientôt. Ciao. Avant de se quitter, je vous rappelle 2 choses. La première, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cette discussion en allant sur le lien suivant, extraform.fr/18, le chiffre 18. Et le deuxième point, et vous le savez si vous écoutez régulièrement ce podcast, l'alimentation est l'un des piliers pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Et du coup, si vous souhaitez recevoir des conseils gratuits pour améliorer votre forme à travers la découverte de votre alimentation idéale, alors je vous invite à laisser votre adresse email sur le site extraform.fr. Je vous enverrai alors des messages avec des conseils pratiques que vous pourrez appliquer dans votre quotidien. Et bien entendu, votre adresse email reste confidentielle et vous avez la possibilité de vous désabonner à tout moment si jamais vous n'êtes pas satisfait du contenu que je vous envoie. On se retrouve donc tout de suite sur le site extraform.fr et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!